Donc, je suis Xavier Marant, je suis professeur de mathématiques au lycée André Argouges à Grenoble et je suis secrétaire général adjoint du SNES. Ouverture des discussions le 1er juin au niveau du ministère de l'Éducation nationale, sachant que, évidemment, les choses s'intercalent puisque 1er juillet 2016, il y a eu une, certes très modique, mais revalorisation de la valeur du point d'indice. Je vous rappelle que le point d'indice était gelé depuis 2010. Alors la revalorisation du point d'indice, on va le voir un petit peu plus loin, elle est modique parce que 0,6% par rapport aux pertes subies, ça représente peu, d'autant plus que, et on le verra dans le tableau des gains parce que c'est des choses qu'on précise bien clairement dans notre communication, d'autant plus que la valeur nette du point d'indice, elle, diminue année après année puisque les prélèvements pour pension augmentent, eux, régulièrement chaque année, grosso modo de 0,5% chaque année. Voilà. Donc en fin de compte, on est dans une situation où la valeur brute du point d'indice augmente, on a réussi à la faire dégeler, c'était depuis 2010, on n'arrivait pas, là on a réussi à la faire dégeler, donc un premier dégel, c'est original, 1er juillet 2016, et puis un deuxième élément, 1er février 2017. Donc ensuite, dans le déroulé du calendrier, tous les textes concernant la revalorisation devraient être pris, puisque c'est le ministère qui nous dit ça, avant la fin de l'année 2016. J'aurai sûrement l'occasion d'y revenir. Ensuite, dès janvier 2017, une première revalorisation indiciaire. D'accord ? Je reviendrai pas trop précisément parce que je ne suis pas sûr que l'intérêt ce soit de revenir précisément sur les éléments, mais c'est que vous compreniez un peu les équilibres que le ministère a mis là-dedans et l'appréciation qu'on peut en avoir. Donc 1er janvier 2017, une première revalo indiciaire et un transfert d'une part des primes dans le traitement indiciaire brut. 1er février 2017, la deuxième revalorisation de 0,6% de la valeur du point d'indice. 1er septembre 2017, la nouvelle carrière, et ensuite, à chaque 1er janvier 2018, 2019, 2020, de nouvelles revalorisations, soit transfert prime point 1er janvier 2018, soit revalorisation indiciaire 1er janvier 2019, soit 1er janvier 2020, création, alors on a écrit création d'un 7e échelon de la hors-classe parce que vous verrez qu'en fait, il y a un moment donné où la hors-classe est rééchelonnée, qui fait que ça passe à un 6 échelons et il y a pour les certifiés la possibilité de créer un 7e échelon après. Voilà. Donc ça, c'est le calendrier. Alors un calendrier qui est étalé. On a mis 2 à 3 ans, 2 ans pour les agrégés jusqu'au 1er janvier 2019, 3 ans pour les certifiés et assimilés. Calendrier étalé qui peut faire craindre que, suite aux élections présidentielles et législatives, il y ait des retournements de situation. Sauf que on sait que les textes, quand ils sont pris, c'est aussi difficile de revenir dessus, surtout quand c'est comme le cas ici, une revalorisation salariale. Alors, je vous le disais, une revalorisation indiciaire de la grille actuelle qui se fera en 2 étapes. Une première revalorisation indiciaire dès le 1er janvier 2017, donc sur les grilles indiciaires sur les grilles que l'on connaît actuellement. Grosso modo, la revalorisation indiciaire là, à ce moment-là, au 1er janvier 2017, varie entre 3 et 6 points d'indice pour ce qui est de la classe, normale, et pour la hors-classe, c'est environ 5 points d'indice. Alors vous me direz, entre 3 et 6 ou 5 points d'indice, qu'est-ce que ça représente? La valeur nette du point d'indice actuellement, c'est grosso modo 3,50 €. Alors, bon an, mal an, alors on verra sur les gains indiciaires globaux à la fin, j'ai une diapositive qui vous présente les gains indiciaires. C'est pas 500 € de plus par mois, c'est pas une revalorisation indiciaire qui va permettre d'améliorer l'attractivité de nos carrières. Mais c'est une revalorisation indiciaire, on n'en a pas connu depuis 89. D'accord ? La dernière revalo indiciaire, telle qu'on peut l'avoir là, c'est 1989.
Voilà. Donc faut avoir ça en tête. Quand on parle de ces revalos indiciaires. Et donc deuxième revalo indiciaire, toujours pareil, toujours entre en 1er janvier 2019, toujours entre là cette fois-ci entre 3 et 10 points d'indice suivant les échelons qui s'appliqueront sur la nouvelle carrière. D'un point de vue général, ce que nous disons sur cette revalorisation indiciaire pourrait se caractériser de la manière suivante. Et on le verra sur le gain indiciaire, il y a un plus gros gâteau à se partager, c'est-à-dire que la masse financière des traitements est plus importante, d'accord? Donc tout le monde va bénéficier de cette revalorisation indiciaire, mais quand je dis tout le monde, c'est pas tout le monde de la même manière. De toute manière, le premier élément, c'est que ça ne rattrape pas les pertes subies, qu'une revalorisation indiciaire comme celle-ci ne va pas permettre d'améliorer l'attractivité des carrières, d'accord? Mais en même temps, il ne faut jamais oublier que cette revalorisation indiciaire, c'est nous qui l'avons gagnée. Quand je dis c'est nous, c'est la FSU, c'est le SNES et les syndicats de la FSU. Parce que nous sommes les seuls à avoir vraiment porté cette question de la revalorisation à la fois dans les instances et dans les mobilisations. Alors certes avec des mobilisations qui n'étaient pas nécessairement au rendez-vous, d'accord, avec des collègues qui n'étaient pas nécessairement au rendez-vous dans la rue quand on a voulu les mobiliser, mais on a maintenu la pression. Transfert prime point, en quoi ça consiste? En fait, on a obtenu, et ça c'est dans PPCR qu'on l'a obtenu, c'est-à-dire directement dans le cadre de la négociation à la fonction publique, c'est-à-dire que ça va toucher tous les fonctionnaires de l'État. Il va y avoir un transfert d'une partie des primes dans le traitement indiciaire brut. C'est-à-dire que le traitement indiciaire brut va augmenter par l'ajout de points dans le traitement indiciaire brut. Donc 4 points d'abord au 1er janvier 2017, puis 5 points au 1er janvier 2018, d'accord, hein, donc en 2 temps. Et dans le même temps, les primes, elles, vont diminuer, d'autant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une opération blanche, ce transfert prime-point. D'accord? C'est-à-dire que s'il n'y avait que le transfert prime-point, en bas de la fiche de paye, ça ne changerait strictement rien pour les collègues. Rien du tout. Hein? Et alors, comment ce rééquilibrage se fera? Donc maintenant, on le sait, parce qu'il y a des premiers textes pour la fonction publique qui sont sortis, pour d'autres corps de la fonction publique. Ce rééquilibrage se fera de la manière dont je l'ai indiqué ici, c'est-à-dire abattement sur le traitement net de 13,92 € au départ, d'accord, et puis ensuite de 32,42 €. Alors il ne faut pas faire la somme des deux, hein. Le 32,42 €, c'est l'équivalent de 9 points, d'accord, hein, ce n'est pas une somme qu'il faut faire, hein. C'est le total, le 32,42 €. Voilà. Bon. Alors on me dirait, mais si c'est une opération blanche, c'est quoi l'intérêt de la mesure? C'est quoi l'intérêt de la mesure? Eh bien, c'est qu'en fait, le calcul de la pension, il se fait sur le traitement indiciaire brut des 6 derniers mois. Et donc, du coup, à taux de pension égal, eh bien, puisque le traitement indiciaire brut aura augmenté, eh bien, du coup, la pension augmentera d'autant. Donc, ce transfert prime-point, c'est l'intérêt réside dans l'augmentation des pensions à taux de pension égal, évidemment. Enfin, ce transfert prime-point, c'est quand même un élément qui est un gain pour les collègues, et c'est un gain qui va être immédiat. Quand je dis immédiat, c'est que, je l'ai dit, il y a 4 points qui sont transférés dans le traitement indiciaire brut dès le 1er janvier 2017. Donc ceux qui partent à la retraite 6 mois plus tard, et bien tout de suite, pour eux, c'est ce nouveau traitement indiciaire brut qui est pris en compte. Donc, tout de suite, la pension, elle prend un petit peu. C'est l'avancement de tous à un rythme commun, avec 2 moments de réduction de durée,
Je vais revenir dessus, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je vais revenir dessus. Un accès de tous à la hors classe et la création d'un 3e grade. Donc je vais revenir sur chacun de ces points juste après. Alors, d'abord la classe normale. La classe normale, il y a une modification des durées d'attente dans chacun des échelons. Modification des durées, par exemple, en début de carrière. Vous savez qu'actuellement, début de carrière, le premier échelon c'est 3 mois, le deuxième échelon c'est 9 mois, puis ensuite quand on passe au 3e c'est 1 an, etc., etc. Là, il y a une modification des durées dans chaque échelon, puisque le premier échelon, par exemple, ce sera 1 an, le deuxième échelon 1 an, etc., etc. Donc modification des durées d'attente dans chaque échelon. Et mise en place d'un rythme commun à tous, avec 2 réductions mesurées de durée. Je m'explique. Dorénavant, la classe normale, est unifiée et elle est construite sur un rythme d'une durée maximale de 26 ans. C'est-à-dire que ce qu'on connaissait jusqu'à présent, grand choix, choix, ancienneté, les 3 rythmes d'avancement, ces 3 rythmes-là n'existent plus. Il y a un rythme commun à tous d'une durée maximale, et elle est bien maximale, de 26 ans. Ensuite, comme je l'ai écrit, il y a 2 réductions de durée dans cette progression de carrière. 2 réductions possibles. Une première du 6e au 7e, pour le passage du 6e au 7e, une deuxième pour le passage du 8e au 9e. Donc 6e, 7e et 8e, 9e. Chacune de ces réductions de durée est d'1 an. C'est-à-dire que le ministère, pour passer du 6e au 7e, prévoit a priori 3 ans. 3 ans dans le 6e, avant d'accéder au 7e. Eh bien, une partie des collègues n'attendront que 2 ans pour passer du 6e au 7e. Pour passer du 8e au 9e, le ministère prévoit 3 ans et demi d'attente pour les collègues. Eh bien, une partie des collègues n'attendront que 2 ans et demi pour passer du 8e au 9e. C'est ce qu'on appelle 2 réductions. Et on insiste sur le fait que c'est une durée mesurée, parce que la différence, elle n'est que d'1 an. Je vous rappelle qu'actuellement, les différences entre choix, grand choix et ancienneté sont au départ de 6 mois, mais vont, quand on va sur les échelons élevés, que ce soit 8e, 9e, 10e, vont jusqu'à 1 an et demi, voire plus, puisque il peut y avoir le maximum entre 2 consécutifs, c'est 1 an et demi. C'est-à-dire entre grand choix et choix, le maximum c'est 1 an et demi. Mais comme entre choix et ancienneté, ça peut aller ça va jusqu'à 1 an, la différence entre les deux, elle est de 2 ans et demi. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on parle ici, avec ces réductions d'une durée d'1 an, de réduction mesurée, d'une durée mesurée. Donc, pour ces avancements, pour cette réduction de durée, 30% des promouvables bénéficieront de cette réduction. Donc, chaque année, 30% des collègues ayant atteint le 6e échelon depuis 2 ans accéderont au 7e, les 70% restants faisant 1 an de plus, au 6e, et 30% des collègues au 8e plus 2 ans et demi passeront au 9e, les autres attendront 1 an de plus avant d'accéder au 9e. Notre objectif, c'est un avancement de carrière identique pour tous les personnels. On considère que ce n'est pas en payant moins les collègues qu'ils s'amélioreront.
D'accord? C'est pas en faisant des différences de carrière entre des collègues d'un même établissement qu'on améliorera le fonctionnement collectif des équipes. C'est-à-dire que ce n'est pas en mettant de la concurrence qu'on améliorera le fonctionnement du système scolaire. Cela dit, les 30% de promouvables, parce que là-dessus quand même, petite parenthèse, dans la plupart des corps de la fonction publique de l'État, l'avancement est un avancement automatique, en particulier pour les chefs d'établissement et les IPR. Après, voilà. Mais la fonction publique a imposé au ministère de l'Éducation nationale, et y compris nous, alors après le ministère s'est laissé faire aussi, parce qu'on sait que quand ils veulent taper du poing sur la table, ils savent le faire, d'accord? Mais là, visiblement, le ministère de la fonction publique a vraiment fait les gros bras pour dire au ministère de l'Éducation nationale, vous ne pouvez pas faire avancer tous vos enseignants au même rythme. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors maintenant, évidemment, nous, distinguer 30%, on n'est pas d'accord. Pourquoi on distinguait 30%? Pourquoi pas 50%? Pourquoi pas 100%? Et puis en plus, les 30% qui passent les 6-7, il n'y a pas intérêt à ce que ce soit les mêmes 30% qui passent 8-9. Parce que sinon, c'est les mêmes qui vont accélérer leur carrière 2 fois. Enfin, ça, voilà. Donc nous, on demande des garanties, que pour l'instant on n'a pas, on demande des garanties, que ce ne soient pas les mêmes personnes qui accélèrent 2 fois. On sait très bien que le système d'avancement tel qu'il existe actuellement, il est inégalitaire au possible. Il est inégalitaire parce qu'il s'appuie sur des évaluations qui sont, elles, inégalitaires entre les disciplines, des modalités de notation qui sont inégalitaires entre les disciplines, et que quand on lit l'évaluation et l'avancement, on sait qu'il y a d'énormes biais de ce point de vue-là. Et puis, n'oublions pas, quelle est la part de collègues qui font toute leur carrière au grand choix? Ben, nous, on a fait l'étude. On a fait l'étude. 2%. La hors classe, je l'ai écrit tout à l'heure, dans la diapo précédente, c'est l'objectif de l'accès de tous à la hors classe. Ça, c'est un élément qui est issu de PPCR, qui dit que tous les personnels ayant une carrière normale doivent parcourir au moins 2 grades. Alors vous me direz, c'est quoi l'intérêt de garder 2 grades? Bah, c'est que ça leur permet de faire encore une petite différenciation de carrière à un moment. D'accord? Mais c'est écrit, tous les personnels doivent parcourir au moins 2 grades. Donc, du coup, pour le ministère de l'Éducation nationale, ils ont la contrainte que tous les collègues qui ont une carrière normale parcourent la classe normale et la hors classe. À noter que c'est la bataille que l'on mène depuis 1989 et qu'on est en passe d'obtenir, ils vont mettre en place des éléments de sauvegarde qui feront que tout le monde accédera. Et parmi ces éléments-là, c'est la mise en place d'un barème national. C'est-à-dire qu'il y aura un barème national qui prendra en compte 2 choses. L'ancienneté dans la plage d'appel, et je vais revenir sur cette question de plage d'appel, l'ancienneté dans la plage d'appel et l'évaluation qui sera faite au moment de l'accès à la hors classe. Ces 2 éléments-là. Sachant que le ministère dit clairement que de toute manière, un collègue au 11e passera devant, c'est-à-dire qu'ils vont construire un barème qui fait qu'un collègue au 11e passera devant un collègue en début de plage d'appel, même avec un avis hyper favorable. Modification de la plage d'appel aussi. Vous savez qu'actuellement, on est promouvable à la hors classe à partir du moment où on est au 7e échelon. Dorénavant, on sera promouvable à la hors classe quand on sera au 9e échelon avec 2 ans d'ancienneté. Ce qui est quelque chose
que nous revendiquions. Puisque pour nous, l'objectif de la hors-classe, c'est un débouché à la fin de la classe normale. Il y aura au 1er janvier 2020 l'ouverture sur l'indice 821 pour les certifiés. L'indice 821, c'est l'actuel indice de fin de classe normale des agrégés. C'est-à-dire que la fin de la hors-classe des certifiés va être équivalente à la fin de la classe normale des agrégés. Donc on a une transposition de la grille des certifiés vers celle des agrégés. D'accord, hein, une transposition. Voilà. Alors attention, hein, on a la classe normale et puis la hors-classe pour les certifiés. D'accord, hein, mais c'est quand même une transposition parce qu'actuellement, les certifiés, ils étaient loin de. Enfin, à la hors-classe, ils étaient au 783. D'accord, ils n'étaient pas au bout de la classe normale des agrégés. Donc là, il y a une transposition. Comment se fait le reclassement? En classe normale, facile. En classe normale, le reclassement se fait au même échelon. Le collègue était au 9e, eh bien il reste au 9e. Tranquille. Il était au 6e, il reste au 6e. Sauf que les durées d'échelon, d'attente dans les échelons, changent. Donc du coup, on peut parfaitement se retrouver avec quelqu'un qui actuellement serait au 9e échelon depuis 4 ans et demi. Alors, quand je dis depuis 4 ans et demi, c'est au 1er septembre 2017. D'accord? Au 1er septembre 2017, ça fait 4 ans et demi qu'il est au 9e échelon. Sauf que dans la nouvelle carrière, le temps d'attente au 9e échelon, c'est 4 ans. Et donc au 1er septembre 2017, le collègue, il sera reclassé au 9e échelon. Mais comme son ancienneté dans le 9e échelon, qui lui est conservée, est supérieure à la durée d'attente dans la nouvelle carrière, et bien automatiquement, il passe au 10e échelon. Pour la hors-classe, comme il y a ce décalage de la hors-classe, de la plage d'appel de la hors-classe au 9e 2, et bien pour la hors-classe, en fait, le ministère supprime le premier échelon dans la hors-classe des certifiés, parce que du coup il est plus utile, supprime les 2 premiers échelons de la hors-classe des agrégés, parce qu'ils sont plus utiles, d'accord? Et donc à la hors-classe, les collègues seront reclassés à l'échelon N-1 chez les certifiés, N-2 chez les agrégés. Mais en termes indiciaires, ça ne change rien. Ça ne change rien. D'accord, hein, il n'y a pas de bouger pour les collègues ne vont pas perdre en indice, vous vous doutez bien. Sinon, là, c'est pas possible. Les inversions de carrière comme ça, c'est impossible dans la fonction publique. Et donc, du coup, les agrégés sont bloqués avec cette hors échelle A. Et c'est ce qui constitue une insuffisance du dispositif, parce que ça veut dire que les collègues qui sont agrégés au 3e chevron actuellement, le seul bénéfice qu'ils ont dans cette revalorisation, c'est le transfert prime-point. C'est-à-dire qu'en termes de revalorisation nette de leur rémunération, c'est 0. Sauf à obtenir le débouché dont je vais parler après, qui est la classe exceptionnelle. C'est un nouvel espace indiciaire. Pour les certifiés, c'est un espace indiciaire qui s'ouvre sur la hors échelle A, c'est-à-dire l'actuelle fin de carrière de la hors classe agrégée. Pour les agrégés, c'est un espace indiciaire qui s'ouvre sur la hors échelle B, c'est-à-dire les indices au-dessus de la hors échelle A. Progressivement, la classe exceptionnelle, ce sera 10% du corps. D'accord, ça ne sera pas un ratio de promu sur promouvable comme la hors classe, mais ça sera un pourcentage du corps, ce sera 10% du corps. 2 modalités d'accès pour accéder à cette classe exceptionnelle. Une première modalité d'accès pour ceux qui auront effectué des missions, certaines missions, durant leur carrière, pendant au moins 8 ans. Ces missions, c'est quoi? Ces missions, c'est avoir exercé en éducation prioritaire. Ces missions, c'est avoir été affecté dans l'enseignement supérieur. Quand je parle d'être affecté dans l'enseignement supérieur, c'est y compris l'enseignement supérieur qui est dans les lycées. Mais j'ai bien dit affecté. D'accord? C'est-à-dire que tous ceux qui ont un service
En BTS, par exemple, je pense aux disciplines générales qui ont des services en BTS, d'accord, ou une partie de services en BTS, ceux-là, niet. D'accord? C'est que ceux qui sont affectés en BTS, affectés en CPGE, etc. C'est les collègues qui auront été chefs de travaux, appelés maintenant des DFPT, ceux qui auront été formateurs académiques. Voilà, c'est tous ces gens-là. Cette première modalité d'accès, elle permettra aux collègues d'accéder à la classe exceptionnelle dès le 3e échelon de la hors classe. Dès le 3e échelon de la hors classe. Et pour les collègues qui seront dans cette situation-là, donc au moins ayant exercé au moins 8 ans dans les situations que j'ai décrites précédemment, dans les missions que j'ai décrites précédemment, pour les collègues qui seront dans cette situation-là, ils bénéficieront de 80% du contingent. Ils bénéficieront de 80% du contingent. Évidemment, vous vous doutez bien que si la classe exceptionnelle avait été réduite à ça, nous aurions été encore plus farouchement opposés aux modalités d'accès. Encore plus, parce que là, on y est déjà opposé. Parce qu'il y a 80% du contingent qui est réservé à des missions, à des collègues ayant exercé des missions. D'accord ? Mais ça, c'est quelque chose qui a été discuté et négocié dans le cadre de PPCR à la fonction publique. Je le dis, parce qu'il faut comprendre aussi un peu les équilibres à certains moments. Et vous me direz, les 20% qui restent du contingent, c'est qui? Eh bien, les 20% du contingent qui restent, c'est les collègues ayant atteint le dernier échelon de la hors classe, donc le 7e, enfin 6e d'abord, puis 7e pour les certifiés, et 4e pour les agrégés, sur la base de la valeur professionnelle. C'est-à-dire que, en fait, ils reproduisent pour l'accès à la classe exceptionnelle, et donc pour une petite partie, ceux ayant atteint le 6e ou le 7e, enfin, le 7e, le dernier échelon de la hors classe, ils reproduisent ce qu'ils faisaient actuellement pour la hors classe. Mais ça veut dire que, a priori, tout le monde est susceptible d'y accéder. Alors, le tuyau est tout petit, évidemment. Mais ça veut dire que personne n'est écarté a priori de l'accès à la classe X. Personne n'est écarté a priori. Et ça, c'est quelque chose que nous avons, et alors, quand je dis nous, là c'est la FSU, que nous avons gagné dans PPCR. Sur la classe X, nos revendications, nos orientations, c'est de dire le contingent 80-20, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas réserver 80% du contingent à des collègues ayant exercé des missions. C'est inégalitaire. Donc l'objectif, c'est que ce soit ouvert à tous. Qu'ils prennent en compte l'éducation prioritaire, qu'ils prennent en compte les missions qui ont pu être exercées, pourquoi pas? À voir dans quelle mesure. Mais il ne peut pas y avoir un contingent réservé. Et puis, faire en sorte qu'il y ait un turnover dans cette classe exceptionnelle, de telle sorte qu'elle puisse être alimentée en permanence. Je dis les débuts de carrière parce que, en fin de compte, l'allongement du temps d'attente dans les premiers échelons, d'accord, parce qu'on n'est plus 3 mois, 9 mois, 1 an, etc., d'accord, il y a un peu un allongement en début de carrière, et bien du coup, la revalorisation indiciaire n'arrive pas à compenser cet allongement dans les débuts de carrière. Donc ça, c'est un premier élément sur les débuts de carrière qui fait que, voilà, c'est une insuffisance sur les débuts de carrière. La deuxième insuffisance sur les débuts de carrière, c'est que de toute manière, la revalo, là, le passage à l'indice 390 pour les professeurs certifiés, ça fait même pas les 2000 € bruts de Sarko quand il avait fait la revalorisation, très très mal d'ailleurs, parce qu'il avait fait que ça au moment de la masterisation. D'accord ? Donc, y compris en termes d'attractivité de nos métiers, c'est mieux. C'est mieux, hein, je veux dire, on ne va pas dire le contraire, c'est mieux, mais en termes d'attractivité, ça ne résoudra pas les problèmes. Je n'ai pas parlé des CPE. Les CPE, même punition, même motif que ce que je viens de vous présenter, c'est pareil. Les psychologues de l'éducation nationale, les futurs, enfin les COPSI, qui seront psychologues de l'éducation nationale, ça sera la même carrière. Le ministère nous a dit clairement, contre notre avis, on était opposé à ça, le ministère nous dit,
il n'y aura plus d'ayants droit biadmissibles à compter du 1er septembre 2017. On a dit au ministère que c'était inadmissible, qu'ils ne pouvaient pas supprimer la grille de rémunération des biadmissibles. On leur a dit que vous mettiez un nombre égal de points d'indice par échelon, ça ne nous pose pas de problème, parce qu'actuellement, ce n'est pas tout à fait le même nombre de points d'indice en plus à chaque échelon pour les biadmissibles. Mais voilà, le ministère ne veut pas nous suivre là-dessus, il refuse. Donc on n'a pas gagné sur les biadmissibles, pourtant on y a été fort. Voilà. Par contre, ceux qui sont biadmissibles actuellement conservent le bénéfice des points d'indice en plus. Les chaires sup, alors que c'est un corps d'enseignants, certes du supérieur, parce qu'ils n'enseignent qu'en CPGE, mais qui exercent dans le second degré, le ministère renvoie la discussion sur les chaires sup à la discussion avec les corps du supérieur, c'est-à-dire des corps d'enseignants-chercheurs. On est opposé à ça, mais je ne vous rappelle pas la bataille du ministère sur la question des chaires supérieures au moment des ORS, où je vous rappelle qu'ils ont voulu changer les ORS pour réduire le nombre d'heures supplémentaires attribuées aux professeurs de chaires supérieures. Ça leur coûte cher. Voilà, ils sont toujours dans le collimateur. Je le dis. Ils sont toujours dans le collimateur. Donc, discussion en novembre sur cette question des professeurs de chaires supérieures. En conclusion, c'est une revalorisation insuffisante, mais il y a des gains réels, et pour tous, fondamentales. N'oubliez jamais, c'est le fruit des luttes que nous avons menées, d'accord? Et il y a lieu de poursuivre la mobilisation pour obtenir plus, d'accord? On est toujours un corps, nous sommes toujours des corps dans lesquels il y a des crises de recrutement et il y a nécessité de revaloriser nos carrières. Et notre objectif en tant qu'organisation syndicale, ce n'est bien évidemment pas de vendre la soupe du ministère, nous ne sommes bien évidemment pas là pour ça, nous sommes là pour informer et défendre les collègues, pour leur montrer qu'on est capable d'engranger des gains. D'accord, on les a vus sur les gains, les valeurs. On est capable d'engranger des gains. On est là pour ça. D'accord, mais que derrière, il y a l'information et la défense des collègues et qu'il y a la lutte, bien entendu.